Salut les rêveurs et les rêveuses. Bienvenue pour cette présentation sur le thème de la mort et la naissance dans les rêves. Quelques mots pour me présenter, je suis Marianne Scherteleib. Pendant plusieurs années, j'ai été professeure d'allemand en classe préparatoire au lycée Carnot à Dijon. Et maintenant, je suis onirologue, donc analyste de rêves. Et je partage ma passion pour les rêves au travers de conférences, de présentations, de vidéos, et puis au travers de séances individuelles de déchiffrage d'un rêve, et puis d'ateliers en binôme. Alors, on va commencer par voir d'abord le sens des rêves de mort et on verra ensuite le sens des rêves de naissance. Pour les rêves de mort, eh bien, il est possible que le rêve annonce une mort réelle, mais c'est très rare, je vous rassure. On va voir un exemple. Le rêve de Mabel, qui est californienne et qui a l'habitude de covoiturer avec Janice. Cet exemple est tiré du livre Dreams That Change Our Lives, qui a été publié par l'Association internationale d'études des rêves. Un matin, Mabel se réveille et elle a rêvé. Je rêve qu'un avion va s'écraser à l'endroit et au moment où nous avons prévu de nous retrouver, et nous serons dessous quand il s'écrase. Alors affolée, elle appelle Janice et elle lui dit écoute, aujourd'hui on va se retrouver un pâté de maison plus loin que d'habitude pour le covoiturage. Elles se retrouvent à ce nouvel endroit et là, elles entendent qu'il y a un crash d'avion de tourisme pile à l'endroit où elles se retrouvent d'habitude. Donc si elles n'avaient pas déplacé le rendez-vous, elles auraient été sous l'avion. On voit que ce rêve leur a sauvé la vie. Mais la question qui se pose, c'est comment savoir si mon rêve est à prendre au sens propre, si c'est un rêve prémonitoire, une alerte et que je dois agir en conséquence, ou bien si c'est un rêve de mort qui est à prendre au sens symbolique. Christiane Riedel, sur son blog, propose quelques caractéristiques pour reconnaître les rêves prémonitoires. Donc Christiane Riedel, elle est autrice et formatrice en interprétation des rêves. Elle a pu constater, au cours de sa longue carrière, que les rêves prémonitoires étaient en général très réalistes. Il n'y a pas de choses farfelues dedans, il n'y a pas de choses surnaturelles. Et puis, elle a vu qu'il donnait des détails très précis. Là, dans le rêve qu'on a vu, c'est le lieu et le moment précis du crash de l'avion. Au niveau physiologique, il y a des réactions corporelles très fortes. On va se réveiller en sursaut, en sueur, le cœur battant. Et on aura du mal à se rendormir, donc ça va occasionner une insomnie dans la foulée. Et au niveau émotionnel, la réaction sera extrême aussi. On va se réveiller profondément angoissé, terrorisé, avec l'envie de vraiment passer à l'action, de prendre des précautions pour éviter que ne se réalise le scénario du rêve. Et puis enfin, Christiane remarque que si on essayait d'interpréter ce rêve de mort au sens symbolique, on ne trouve pas grand-chose, on n'arrive pas à faire le lien avec le contexte de vie du rêveur ou de la rêveuse. Voilà, ça reste obscur. Alors dans ce cas-là, si on note toutes ces caractéristiques, eh bien ça vaut la peine de prendre des précautions, de faire preuve de prudence, peut-être de modifier ses plans pour éviter de se retrouver dans la situation dépeinte par le rêve. Mais comme je le disais, c'est très rare et la plupart du temps, eh bien, la mort du rêve, elle est à comprendre dans un sens symbolique. Et pour ça, on va voir différents cas de figure. Voilà. Alors, le premier point, c'est que les rêves parlent en images. Donc, ils vont très souvent mettre en image des expressions du langage courant qui sont aussi imagées. Et ils vont les représenter vraiment au pied de la lettre de manière très concrète. Et ça va donner, dans certains cas, ça va donner un rêve de mort. Par exemple, on a l'expression oh là là, dans cette situation-là, j'étouffe, je manque d'air, il y aurait besoin d'air frais, de renouveau. Eh bien, ça peut donner lieu à un rêve d'asphyxie et de mort par étouffement. Ou bien on dit aussi oh, il est écrasé de chagrin en ce moment. Ça peut donner lieu à un rêve où une personne est écrasée par un véhicule, par un immeuble, pour symboliser le fait que dans sa vie, elle se sente oppressée et écrasée de chagrin ou par une situation, par une émotion. On dit aussi qu'on est noyé sous le travail, ce qui peut donner lieu à un rêve de noyade.
pour montrer à quel point vous êtes submergé, à quel point vous avez la tête sous l'eau dans tel ou tel domaine. On dit aussi que telle personne s'est faite éliminer lors d'une compétition, lors d'un concours, ou bien que lors d'une discussion, une dispute, elle s'est fait massacrer. Et là aussi, ça va donner lieu à des rêves très violents où un meurtrier tue plusieurs personnes ou une autre personne. Il faut savoir que les affrontements verbaux dans la vie sont représentés par des affrontements physiques dans les rêves. C'est ainsi que j'ai rêvé une fois que je tuais 3 hommes, les uns à la suite des autres, et j'avais une force surhumaine, je les attrapais par les pieds, et puis je leur fracassais la tête contre le mur avec beaucoup d'élan. Et après, je réalisais que, oula, je m'étais peut-être un peu emportée. Et ça faisait référence au fait que la veille du rêve, j'avais eu des affrontements verbaux sur Facebook, et que là, je m'étais un peu emportée aussi, il faut le dire. On a aussi des expressions comme ah, c'est mort, hein, ça va pas marcher, c'est sans espoir, ou bien c'est grillé, c'est cuit. Et dans le rêve, ça peut se traduire par un personnage qui meurt ou un personnage qui est brûlé carrément. Et enfin, on parle de projets avortés qui peuvent être représentés en rêve par des avortements, par des avortons. Euh, voilà, donc pensez toujours à voir s'il n'y a pas une image, une expression qui serait représentée au sens propre dans votre rêve, mais qu'il s'agit de repasser au sens figuré. Et voyez si ça vous évoque quelque chose en lien avec votre contexte de vie au moment du rêve. Donc ça donne des rêves de mort vraiment très dramatiques, horribles, mais si on repasse au sens figuré, bon, on voit que c'est pas aussi grave, même si le rêve utilise ces images fortes pour nous secouer un bon coup et pour qu'on change ce qui a besoin d'être changé dans notre vie. Le rêve peut proposer un personnage qui meurt pour représenter le fait qu'une facette du rêveur ou de la rêveuse est en train de mourir, de disparaître. Qu'est-ce que j'entends par une facette? Eh bien, force est de constater que on ne se comporte pas de la même manière selon les situations, selon les moments, selon les personnes avec lesquelles on est, et on en vient à jouer plusieurs personnages. Et de même, on ne pense pas toujours la même chose, on ne s'exprime pas non plus toujours de la même chose. Donc, à l'intérieur de nous, on a plein de facettes différentes de notre personnalité qui cohabitent et puis qui alternent en fonction des situations. Et au fil du temps, au fil de notre évolution, eh bien, certains personnages qu'on avait l'habitude de jouer, finalement, disparaissent et sont remplacés par d'autres manières d'être, de s'exprimer, de penser, d'agir. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce positif ou est-ce négatif que telle facette de moi, du rêveur, de la rêveuse, disparaisse? Eh bien, un indice, ce sera les émotions qui sont ressenties dans le rêve face à la mort du personnage et aussi au réveil. Quelles émotions j'ai ressenties? Je conseille toujours de noter les émotions que l'on ressent dans les rêves et les émotions ressenties au réveil. Ça vient nous apporter une tonalité, ça vient colorer le rêve. Maintenant, comment savoir quelle facette du rêveur ou de la rêveuse disparaît? Que représente ce personnage chez le rêveur ou la rêveuse? Et bien pour ça, il y a une technique qui est très efficace, qui s'appelle la technique de l'interview et qui a été mise au point par la psychologue américaine Gail Delaney. C'est Christiane Riedel qui a introduit cette technique en France. C'est une technique où l'on pose beaucoup de questions au rêveur ou à la rêveuse, et donc c'est pour ça qu'on l'interview, d'où le nom de la technique. C'est une technique qui se passe en 4 étapes. On va commencer par collecter les associations du rêveur ou de la rêveuse par rapport au symbole qu'on veut étudier. Donc là, ce serait par rapport au personnage qui meurt. Il faut vraiment faire comme si on ne connaissait rien à la vie sur Terre, donc comme si on était un ou une extraterrestre. Et puis, il faut tout nous expliquer, même les personnages connus, même voilà, il faut vraiment faire comme si on était complètement naïf et ignare. Alors, on va d'abord demander une définition au rêveur ou à la rêveuse. Mettons que le rêveur est réveillé que Greta Thunberg mourait. Eh ben, on va lui dire qui est Greta Thunberg? Parce qu'on part du principe qu'on ne sait pas. Même si elle est connue, on ne sait pas.
Et donc, le rêveur ou la rêveuse va expliquer qui est Greta Thunberg, ou s'il a rêvé ou elle a rêvé qu'un animal mourait, par exemple, on va demander qu'est-ce que c'est que cet animal? Imaginons que j'en ai jamais vu, qu'est-ce que c'est? Et dans un deuxième temps, on va demander de caractériser le symbole. Donc on va demander comment elle est Greta Thunberg? Quel genre de personne est-ce? Ou bien comment est cet animal? Quel est son caractère? Voilà, les caractéristiques physiques. Donc on a toutes ces associations, une par une, en reprenant bien les mots du rêveur ou de la rêveuse. Et ça nous donne vraiment un nuage d'associations autour du symbole. Dans un deuxième temps, on va récapituler les 3 associations et on choisira de préférence les plus abstraites. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que le rêve utilisait souvent des images concrètes mais à prendre au sens figuré. Donc pour faciliter ce passage vers le sens figuré, on choisit les associations les plus abstraites. On va dire donc Greta Thunberg, c'est une femme qui, etc., etc., et qui est comme ci, comme ça. On reprend mot à mot les expressions employées par le rêveur ou la rêveuse. Ensuite, on va faire le lien avec le contexte de vie du rêveur ou de la rêveuse au moment du rêve. Et on va poser toujours la même question. À quoi te fait penser, au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, une façon d'être comme ci, comme ça, comme ça? Là encore, on reprend les mêmes mots. Et on va demander à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, pourquoi? Parce que ça peut représenter une facette du rêveur ou de la rêveuse. Donc là, il faut chercher à l'intérieur une façon qu'on a eue de se comporter, de s'exprimer, de penser la veille du rêve. Ou alors, ça peut être une façon qu'a eu l'entourage, une personne de l'entourage de se comporter, de s'exprimer, de penser. Donc on invite à chercher en soi et dans l'entourage au moment du rêve. Et je dirais que la proportion, c'est 80% du temps une facette du rêveur ou de la rêveuse et seulement 20% du temps quelqu'un d'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi. Donc ce qui intéresse le rêve, c'est le rêveur ou la rêveuse. Et dernière étape, donc là, une hypothèse de sens émerge, pardon. Le rêveur ou la rêveuse dit: ah oui, tiens, moi hier, je me suis effectivement comportée comme ci, comme ci, comme ça. Ou alors, tiens, oui, hier, telle personne, elle s'est comportée comme ci, comme ça avec moi. Alors, on va vérifier, et quand il y a plusieurs hypothèses, on cherche laquelle est la plus pertinente. Et pour ça, on va reprendre toutes les associations de la première étape et on va vérifier si ça colle au sens qui a été trouvé. Alors là, c'est un peu abstrait, mais je vais donner plusieurs exemples au cours de cette présentation et donc vous comprendrez mieux de quoi il retourne, comment on procède. Alors, une facette du rêveur ou de la rêveuse meurt, disparaît, et il se peut que cette mort soit positive. Et ça va souvent se manifester par le fait que le ressenti dans le rêve, il est neutre. On est plutôt indifférente à cette mort. Bof, ça nous fait rien. Alors, c'est l'un de mes rêves que j'ai donné en exemple, que j'ai reçu pendant la période de lancement de mon activité d'onirologue. Je rêve. Flora est morte. Je m'étonne de n'en être pas affectée. Je règle des formalités. Je me dis juste que je n'aurai plus à l'appeler et à lui écrire pour la rassurer et l'encourager. Alors là, mon indifférence dans le rêve, elle m'a vraiment étonnée. Je me suis sentie assez monstrueuse au réveil parce que j'aime beaucoup Flora. Euh, mais bon, c'était le signe aussi que cette mort était peut-être positive, qu'elle était à prendre dans un sens symbolique et que c'était une évolution positive. Alors voyons un peu ce que représente Flora. J'ai anonymisé, je vous rassure, et c'est pareil pour la suite. Qui est Flora? C'est une personne que j'apprécie beaucoup, avec laquelle je suis régulièrement en contact. Comment est Flora? Quel genre de personne est-ce? Elle est très anxieuse, elle doute d'elle-même, elle est soucieuse du jugement des autres. Voilà, donc je collecte toutes mes associations sur Flora. Puis je récapitule en choisissant les 3 associations les plus abstraites. Donc Flora, elle est très anxieuse, elle doute d'elle-même, elle est soucieuse du jugement des autres. Alors ce résumé me convient. Je passe à l'étape suivante qui va être de faire le lien avec mon contexte de vie au moment du rêve. Je me pose la question, à quoi me fait penser au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, une façon d'être très anxieuse, doutant d'elle-même, soucieuse du jugement des autres?
Eh bien, j'ai pas à chercher bien loin, parce que la veille du rêve, j'étais très inquiète par rapport au lancement de mon activité. Je doutais de mes compétences et j'étais soucieuse de ce que les autres allaient penser de mon métier d'onirologue. Je me disais, est-ce qu'on va me prendre au sérieux avec cette dénomination? Voilà. Et que me dit le rêve? Il me dit que Flora est morte. Donc ma facette anxieuse qui doute euh, est morte, elle a disparu. Bah, c'est une bonne nouvelle en fait. C'est pour ça que je ne suis pas affectée dans le rêve. Et alors à quoi ça correspond? La veille du rêve, le fait que ma facette anxieuse comme ça disparaisse. Ah, donc je repasse la journée de la veille dans ma tête et au moment du coucher, je me rappelle que j'ai prié et j'ai terminé ma prière en disant je choisis la confiance. Et le rêve me dit tu vois, Marianne, si tu choisis la confiance, alors ta flora anxieuse intérieure, elle est morte et c'est une bonne chose parce que du coup, tu n'as plus à sans cesse essayer de te rassurer, de t'encourager ou à attendre que l'extérieur te rassure, t'encourage. Donc ce rêve, c'est un encouragement à continuer à choisir la confiance jour après jour. Dans certains cas, la mort dans le rêve, elle est positive, mais le ressenti est négatif parce qu'en fait, il y a des résistances et un deuil à faire chez le rêveur ou la rêveuse. Il s'agit de renoncer à une façon d'être qui n'est pas bonne, mais c'est difficile. Alors, c'est encore un de mes rêves, un rêve que j'ai reçu donc dans ma dernière année scolaire en tant que professeur d'allemand en classe prépa, et je travaillais alors à temps partiel, à 60%. C'est à la montagne. On m'explique que plus haut dans la montagne, il y a des avions écrasés d'aviateurs qui étaient censés, comme les Japonais kamikazes, se suicider en se jetant sur leur cible avec leur avion. Mais ces aviateurs-là ont résisté. Ils ont choisi de ne pas le faire et se sont écrasés dans la montagne. C'est une forme de suicide, mais au moins sans faire d'autres victimes. Puis, on est un peu plus haut dans la montagne. Mon amie Sandra va se suicider en buvant du café. Empoisonné? Moi, je suis là, il y a aussi d'autres personnes de sa connaissance, et c'est comme si on allait l'accompagner dans ses derniers instants. Puis ça change encore. Ça devient mon père qui va se suicider. Il a décidé qu'il ne voulait plus vivre. Lui, il va se suicider avec des petits bouts de poulet rôti empoisonnés. Il commence à en manger, on voit que ça commence à faire effet, et je trouve ça insupportable d'assister à la mort progressive de mon père. Au bout d'un moment, j'en peux plus, je lui embrasse la tête, je hurle « Je t'aime !» et je pars. Ma mère et mon petit frère sortent aussi. Je hurle « Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne veut pas vivre ?» Mon petit frère manifeste aussi son incompréhension. Ma mère dit qu'il n'avait plus la joie pour continuer. Ça me révolte quand même. Je suis en colère, en pleurs, en rage. Et ce sont cette rage et cette tristesse qui me réveillent avec un cri. Ah! Donc j'ai vraiment crié et ça m'a vraiment réveillée. Alors là, l'intensité émotionnelle, elle est vraiment très forte et ça pourrait m'alerter par rapport à un rêve prémonitoire, mais le rêve n'est pas réaliste. C'est pas réaliste de se suicider avec des bouts de poulet empoisonnés, donc je peux partir du principe que c'est pas à prendre au sens propre. Et puis en plus, la veille du rêve, j'avais eu mon père au téléphone et il allait très bien, j'avais aucune raison de supposer qu'il allait passer à l'acte. Donc, il faut partir sur la piste symbolique. Et en regardant un peu la structure de ce rêve, on voit qu'on a 3 fois le même motif qui se répète, le suicide. D'abord, ce sont des Japonais kamikazes, ces aviateurs qui se sont suicidés avec leur avion. Ensuite, c'est mon amie Sandra qui se suicide avec le café. Puis c'est mon père qui se suicide avec le poulet rôti. Et il y a une gradation dans les émotions. C'est de plus en plus, je suis de plus en plus impliquée émotionnellement. Les Japonais, je les connais pas, ça me fait pas grand-chose. Mon amie Sandra, bon bah, c'est une amie plus proche déjà. Et puis mon père, là, c'est la révolte, la tristesse, la rage. Je n'accepte pas du tout sa disparition. Et comme ce motif se répétait 3 fois, j'ai eu l'idée de me demander ce que ces 3 personnages avaient en commun. Et là, il m'a paru évident qu'ils travaillaient beaucoup. En fait, les japonaises que j'ai connues sont des grosses bosseuses, elles travaillent énormément.
Elles font beaucoup d'heures. Mon amie Sandra, elle travaille énormément. Ça a été pour économiser pour acheter un appart. Maintenant, c'est pour rembourser son prêt immobilier. Et mon père, eh bien, il est agriculteur et il a toujours beaucoup travaillé. Donc vraiment, c'était le point commun entre ces trois personnages qui se suicident. Et ça veut dire que ma facette de grande bosseuse, eh bien, elle s'est suicidée. Et oui, ça colle avec mon histoire parce que eh bien, j'ai commencé à enseigner en prépa avec beaucoup d'heures supplémentaires. Je travaillais énormément. Et j'ai fait un burn-out en 2019. Et quand j'ai repris le travail, eh bien, j'ai décidé que désormais, je travaillerais à temps partiel. Donc la Marianne bosseuse, elle a décidé qu'elle ne voulait plus vivre. Et pourquoi? Ben parce qu'elle n'avait plus la joie de continuer comme ça. Et elle s'est suicidée, elle a disparu, elle a choisi volontairement de disparaître. Mais la réaction émotionnelle très forte et très négative que j'ai dans le rêve, ça montre que j'ai des résistances encore. J'ai du mal à laisser partir la Marianne bosseuse, travailleuse, qui fait beaucoup d'heures supplémentaires. J'ai du mal. Et c'est notamment lié au fait que parfois je ressens de la culpabilité. Je me demande est-ce que c'est OK de travailler moins? Est-ce que c'est pas problématique? Voilà, donc ça correspond à ces questionnements-là. euh, à certains regrets aussi. Oui, je peux plus en faire autant. C'est comme ça. Mais pour autant, c'est positif, puisque la Marianne travailleuse, comme mon père dans le rêve, n'avait plus la joie de continuer. Enfin, dans d'autres cas, eh bien, la mort, elle est négative. Et le rêve nous la met en scène pour nous montrer qu'il faut ramener cette facette de nous à la vie. C'est important. On va voir maintenant le rêve de Théophile qui a une cinquantaine d'années et qui traverse une période de tristesse, de vide intérieur. Alors, peu de temps auparavant, il a vu le biopic Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury. Ça l'a beaucoup touché et il s'est mis vraiment à explorer l'univers artistique du chanteur. Et il en a rêvé. J'ai rêvé de Freddie Mercury, dans les dernières semaines de sa vie, pâle et émacié. Et sur scène, quand il avait la pêche. L'émotion ressentie dans le rêve, c'est ça me faisait chier qu'il meure. Alors, c'est intéressant de remarquer que le rêve ne montre pas les scènes dans l'ordre chronologique. On voit d'abord un Freddie Mercury mourant, pâle, émacié, souffrant, et ensuite un Freddie Mercury en forme, sur scène, qui chante. Donc là, c'est déjà un indice de la direction dans laquelle le rêve veut emmener le rêveur. Euh, voilà, il y a déjà quelque chose à prendre en compte euh, ici. Mais que représente Freddie Mercury pour Théophile? Alors je lui demande, rappelez-vous, je viens d'une autre planète, je ne sais pas, je connais rien de la vie sur Terre, donc je lui demande qui est Freddie Mercury. Il me répond, c'est un chanteur décalé qui a souffert de son décalage. Et comment est-il ce chanteur? Eh bien, il a une voix cristalline, puissante, touchante. C'est un homme qui va mourir et qui aimerait vivre. Il a besoin d'être accepté, il ne peut pas s'imposer. Et c'est un homme qui chante fort tout ce qu'il est, sans compromis. Alors je récapitule. Donc Freddie Mercury, c'est un homme qui a souffert de son décalage et qui chante fort tout ce qu'il est, sans compromis. Je vais demander à Théophile à quoi ça lui fait penser au moment du rêve, une personne qui a souffert de son décalage et qui chante fort tout ce qu'elle est, sans compromis. Eh bien, Théophile dit, moi, en ce moment, je souffre vraiment de mon décalage avec le monde qui m'entoure. Mais il m'arrive de m'exprimer pleinement, d'exprimer tout ce que je suis sans compromis. Alors je lui demande dans quelles circonstances il s'exprime. Et Théophile me dit, quand je danse en fait. Quand je danse, je me lâche, je me laisse aller, je laisse le corps faire les mouvements qui vont avec la musique. Je suis vraiment moi-même. Et je lui demande s'il danse en ce moment. Il me dit, non, non, j'ai pas le cœur à ça, j'ai pas le moral. Ah, c'est pour ça que dans le rêve, Freddie Mercury est pâle, émacié, et que dans les associations, on a un homme qui va mourir et qui aimerait vivre. Donc, cette facette de Théophile, elle est mourante puisque il danse pas en ce moment, mais elle aimerait vivre, elle aimerait ressusciter, elle aimerait s'exprimer de nouveau. Alors,
On regarde s'il y a d'autres circonstances dans lesquelles il pourrait s'exprimer davantage, remonter sur scène, refaire son show. Il dit, ben, j'aime aussi le chant, donc je pourrais rejoindre une chorale. Et puis j'aime faire des blagues. J'ai tout le temps des idées de blagues, mais au boulot, c'est vrai, je m'autorise pas trop. Je me dis qu'il faut être sérieux, donc j'étouffe mes blagues. Peut-être que je pourrais ben, laisser libre cours à mon humour au travail aussi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donc, suite à cette séance d'interprétation de rêve, on a dégagé des pistes, et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. C'était reprendre des cours de danse, participer aux soirées danse, s'inscrire à une chorale, et puis faire des blagues au travail quand il en a envie. Et donc de toutes ces manières-là, son Freddie Mercury intérieur est remonté sur scène, il avait de nouveau la pêche en lui. Voilà, donc c'est un rêve que je trouve magnifique et c'était une séance importante qui a débouché sur un vrai changement. Alors, il peut arriver maintenant qu'on rêve d'une mort initiatique. À quoi ça ressemble un rêve de mort initiatique? Eh bien, c'est un rêve où le personnage choisit de mourir et c'est une mort ritualisée. Elle apparaît dans le rêve comme une mort initiatique, comme un rituel qu'il faut accomplir et il faut mourir dans le rêve pour passer une étape. C'est à mettre en lien avec les rituels d'épreuve initiatique qui marquent la transformation de l'individu, son passage d'une étape de vie à une autre. Par exemple, il y a souvent des épreuves initiatiques pour le passage de l'enfance, l'adolescence vers l'âge adulte. Et ça symbolise le fait que l'être ancien meurt et renaisse après l'épreuve en étant différent, différente. Donc, c'est à garder en tête ça quand on a un rêve de mort initiatique. Maintenant, on va voir dans quel contexte de vie s'inscrivent généralement les rêves de mort initiatique. Qu'est-ce qui donne lieu à un rêve de mort initiatique? Le premier cas de figure, c'est qu'on traverse une épreuve de vie extrêmement douloureuse et difficile. Alors, elles peuvent être de tout type. On peut avoir une perte d'emploi, perte de situation, perte de réputation, perte d'argent. On peut traverser une situation d'adversité. On peut être déchiré par un conflit intérieur, souffrir d'une séparation, avoir été pris dans un accident ou traverser une maladie, qu'elle soit physique ou psychique, ou encore une expérience traumatique récente, ou un deuil, la perte d'un être cher. Et toutes ces expériences, elles ont en commun le fait que quand on les traverse, on est détruite, on est anéanti, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre. Et alors, cette souffrance-là, si intense, dans le rêve, elle se traduit par un rêve de mort. Oui, il y a une part de nous qui meurt à ce moment-là. Mais si, à ce moment-là, on rêve de mort initiatique, donc qu'il y a dans le rêve cette dimension de rituel, cette dimension de passage, de mort volontaire, c'est que le rêve insiste aussi sur la transformation qui a lieu à travers cette épreuve, à travers cette souffrance, au cœur même de cette souffrance. Et quelque part, le rêve dit, oui, tu souffres atrocement, mais ne perds pas de vue qu'une transformation s'effectue et que tu vas renaître. Tu renaîtras sous une forme différente, tu seras plus le même, plus la même, mais tu vas renaître et cette transformation, elle est en cours. Et c'est ça que nous dit un rêve de mort initiatique quand on traverse une période de souffrance intense. Un autre cas de figure qui peut donner lieu à un rêve de mort initiatique, c'est plutôt un cheminement spirituel. Et dans ce cas-là, la mort initiatique va représenter le fait que l'ego meurt, ou du moins recule, se met en retrait, et laisse la place à une dimension plus vaste. Alors j'ai formulé ça dans des termes très vagues, une dimension plus vaste, pour laisser la porte ouverte à vos croyances personnelles, quelles qu'elles soient. Vous pouvez y mettre Dieu, vous pouvez y mettre l'univers, l'amour, la vie, l'inspiration créatrice, artistique.
voilà, peu importe ce que vous souhaitez mettre derrière cette dimension plus vaste, mais dans beaucoup de cheminements spirituels, eh bien, c'est ça qui se produit. On a le chaton qui représente la petite personnalité consciente, humaine, avec toutes ses limitations, ses peurs, et qui, petit à petit, cède la place euh, à une dimension plus vaste qu'elle va laisser vivre à travers elle. Donc c'est comme si au travers du chaton, désormais, c'était le tigre avec sa puissance, avec sa sagesse, euh, qui vivait à travers la vie du chaton. Euh, et donc ça peut donner lieu à un rêve de mort initiatique. On va choisir de ne plus faire notre propre volonté, mais la volonté de cette dimension plus grande qui nous dépasse. On va se placer au service de, de cette autre dimension. Alors j'aimerais donner un exemple de rêve de mort initiatique qui va regrouper les deux cas de figure, donc et l'épreuve de vie, la souffrance, et le fait que l'ego laisse la place à une dimension plus vaste et ne suive plus sa propre volonté, mais que la personne vraiment suive la volonté euh, de, de, de cet être qui la dépasse. C'est un rêve qui a été fait par Christiane Riedel et qui est tiré de son livre Rêves à vivre. Et au moment du rêve, Christiane traverse une situation très amère et elle se sent vraiment submergée. Et à ce moment-là, elle reçoit le rêve suivant. Je crois qu'il est question de chercher de l'or. De toute façon, il faut mourir. Nous sommes un petit groupe, 3 je crois. Nous sautons dans la piscine et au bout de la piscine, sur la droite, il y a un bassin où l'eau devient plus sombre. En fait, ce n'est pas de l'eau, c'est du pétrole. C'est de l'eau transparente brune et turquoise. Un membre du groupe a plongé. Il faut se noyer. Il ne faut pas résister, mais participer à notre propre noyade. C'est le moyen pour que la mort soit la plus rapide possible. Je me laisse couler et j'ouvre la bouche pour avaler le pétrole et me noyer au plus vite. L'image qui me vient quand j'ouvre la bouche est celle d'un poisson qui goberait une hostie. En fait, il s'agit là d'une descente aux enfers. C'est par là qu'ils sont passés tous, Ulysse, Énée, quand ils sont descendus aux enfers. Ce sont des points de passage. Alors c'est un rêve ahurissant, un rêve marquant, et c'est un rêve de mort initiatique parce que les personnages dans le rêve choisissent de mourir, de participer à leur propre mort, et le rêve nous dit très clairement que c'est un passage rituel, c'est une étape dans le développement. C'est une forme de descente aux enfers. Donc ça a vraiment toutes les caractéristiques de la mort initiatique. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors on va se pencher sur la première image du rêve. Je crois qu'il est question de chercher de l'or. C'est comme ça que le rêve commence. Alors Christiane, qui a introduit la technique de l'interview en France, l'applique ici et elle demande qu'est-ce que c'est que l'or? L'or, c'est comment? Eh bien, l'or, pour elle, c'est quelque chose d'inaltérable et qui est considéré comme la valeur la plus précieuse. Alors elle se demande à quoi ça lui fait penser au moment du rêve, quelque chose d'inaltérable, considéré comme la valeur la plus précieuse. Et ce qui lui vient, c'est un état de conscience où l'être est en contact avec le divin en lui. Donc pour elle, c'est ça, l'or. C'est ça, le bien le plus précieux, c'est cette communion avec Dieu. Et Christiane, elle est croyante. Donc, il est question de chercher de l'or, il est question de chercher ce contact avec le divin en soi. Et le rêve nous dit que ça se fait assez bizarrement. Le rêve nous dit qu'il faut se noyer pour trouver le contact avec Dieu et participer même à sa propre noyade, couler, ouvrir la bouche pour avaler le pétrole. Et alors, cette eau âcre, cette eau amère, cette eau répugnante, pour Christiane, ça lui fait penser au fait que elle a accepté de vivre l'épreuve amère qui la submerge à ce moment-là. Donc cette eau, c'est cette épreuve qu'elle doit traverser. Et donc, s'il faut dans le rêve qu'elle participe à sa propre noyade, ça veut dire que dans la vie, il faut qu'elle accepte l'épreuve au lieu de vouloir la repousser. Et
le rêve met là en scène le travail actif et douloureux qu'elle a à fournir pour renoncer à elle-même, renoncer à sa propre volonté. Sa volonté à elle, ce serait j'évite l'épreuve. Mais la volonté qui s'exprime dans le rêve, c'est tu traverses l'épreuve, tu l'acceptes, tu ouvres la bouche et t'avales. Et alors, au moment où Christiane avale cette eau, lui vient l'image d'un poisson qui goberait une hostie. Donc elle est assimilée à un poisson, comparée à un poisson qui goberait une hostie. Quelle drôle d'image, une hostie. Donc Christiane recommence. Une hostie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la présence réelle du Christ. Et donc absorber l'hostie, c'est recevoir en soi cette présence réelle. Donc c'est communier, être en union totale avec le divin. Donc quand elle cherche de l'or, si elle accepte, donc elle cherche le contact avec le divin, si elle accepte l'épreuve, qu'elle avale cette eau âcre, eh bien, elle va communier et être en union totale avec le divin. C'est le chemin pour elle à ce moment-là. Et c'est ce qui l'amène à conclure, ce bain de souffrance dans lequel je suis plongée est un bain sacré qui permet d'accéder à la communion avec le divin. Voilà, donc dans son cas, les deux situations sont mêlées et la mort initiatique a ce sens absolument étonnant pour la rêveuse. Et c'est venu la fortifier dans cette épreuve et lui en donner un sens pour elle à ce moment-là. Alors j'ai terminé par la mort initiatique pour pouvoir passer à la naissance parce que une mort initiatique, elle débouche sur une renaissance. L'être renaît, mais il est différent quand il renaît. Alors la naissance, on va s'entraîner, si vous le voulez bien, s'entraîner en choisissant un des symboles qui suit et en collectant les associations comme on le fait dans la technique de l'interview. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors je vous propose de prendre un papier et un crayon et de choisir le symbole qui vous inspire le plus. Est-ce que vous voulez travailler sur être enceint ou être enceinte? Dans les rêves, les hommes peuvent être enceints, je le précise. Ou bien est-ce que vous préférez travailler sur le bébé? Et dans tous les cas, vous allez vous poser les deux questions. Qu'est-ce que c'est et c'est comment? Qu'est-ce que c'est qu'être enceinte? C'est comment d'être enceinte? Qu'est-ce que c'est qu'un bébé? Et c'est comment un bébé? Alors vraiment, imaginez que moi, je viens d'une autre planète. La reproduction chez moi, ça se passe totalement différemment. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente qu'être enceinte ou un bébé. D'accord? Il faut tout m'expliquer. Vous notez ce qui vous passe par la tête et surtout, vous ne vous censurez pas. Vous y allez franco. Et je vous propose de mettre pause pour, pour faire ça tranquillement et ensuite de relancer la vidéo. Alors, je pense que vous avez eu quelques idées, que vous avez quelques petits tirets sur votre feuille et donc vous pourrez comparer ce que vous avez noté avec les définitions qui vont être données en exemple dans les rêves qui vont suivre. Mais j'aimerais aussi vous lire quelques contributions qui ont été proposées lors de ma conférence en présentiel. J'invite les personnes à l'écrire sur un petit papier. Ensuite, je ramasse les papiers et donc j'aimerais vous donner quelques exemples pour vous montrer à quel point ça varie. Une personne a écrit « Être enceinte, c'est mourir, c'est la mort, c'est la fin du bonheur et la fin de la liberté. » Une autre personne a noté « Être enceinte, c'est la vie, c'est le mouvement et c'est donner la vie. C'est l'attente, la patience, l'amour naissant pour un petit être en formation. » Donc on ne peut pas avoir deux définitions plus opposées. Ça m'a frappé quand on les a lues. Alors maintenant, on va voir le bébé. Il y a une personne qui a écrit lors de ma conférence, « Le bébé, c'est un système d'orifices incontrôlable. C'est tyrannique, ça hurle. Il est le centre de l'attention, même quand il est complètement inintéressant. » Ah! Et une autre personne a écrit, « Un bébé, c'est un petit être qui vient de naître. Il est fragile, dépendant des autres humains, curieux, il a tout à apprendre de la vie. » Voilà, donc ce sont des choses très différentes. Et on voit ici l'importance de récolter les associations personnelles du rêveur ou de la rêveuse. Parce que
on n'a pas du tout parfois les mêmes représentations des choses. Et ça diffère sûrement encore de ce que vous avez noté sur votre fiche. Voilà, donc les dictionnaires de symboles ont vraiment leurs limites à ce niveau-là. C'est pareil, si vous tapez sur Internet «J'ai rêvé de bébé, qu'est-ce que ça veut dire?» Bah, vous passez à côté de la signification du bébé pour vous personnellement. Et c'est à vous que votre rêve parle. C'est en utilisant des images qui vous parlent à vous. Donc, ça vaut la peine de se faire ce travail, de suivre cette étape. Alors, globalement, on peut quand même dire que la grossesse et le bébé, ça correspond au fait que quelque chose de nouveau se prépare et puis que quelque chose de nouveau vient au monde. Voilà. Et si on rentre un petit peu plus dans la chronologie du processus, on peut dire que la phase de fécondation correspond à la conception d'un projet, à une nouvelle idée qui émerge dans l'esprit. Ensuite, on a la grossesse qui va correspondre à la phase de préparation et de maturation. Et c'est intéressant de demander à quel mois en est la grossesse dans le rêve, parce que ça va nous indiquer à quel moment dans la vie du rêveur ou de la rêveuse a émergé cette nouvelle idée ou cette nouvelle conception. Donc ça nous permet de savoir jusqu'où il faut revenir en arrière. L'accouchement, la naissance, eh bien, c'est le passage du bébé du ventre dans le monde extérieur. Donc ça va correspondre symboliquement à la concrétisation, à la matérialisation de quelque chose de nouveau. Et puis on se retrouve en face du bébé, donc ça y est, on est en face de la réalisation. Et là aussi, c'est intéressant de demander au rêveur ou à la rêveuse quel âge a le bébé dans le rêve, parce que ça nous indique à quel moment du passé il faut remonter dans la vie du rêveur ou de la rêveuse pour voir se manifester cette chose nouvelle. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails et puis je vais donner surtout plusieurs exemples pour illustrer ça. De la même manière qu'un rêve de mort peut annoncer une mort réelle, eh bien, un rêve de grossesse, ça peut annoncer que, effectivement, dans la réalité, on attend un enfant, ou bien qu'on a un désir d'enfant très fort et qui fait que le rêve vient réaliser ce souhait. Alors, c'est quand même très rare, c'est comme les rêves de mort réels. Le plus souvent, la grossesse, le bébé, c'est à prendre au sens symbolique. On va voir maintenant plusieurs sens symboliques. Être enceinte, ça peut représenter une nouvelle façon d'être qui s'avère féconde. Alors pour illustrer ça, j'ai choisi le rêve de Tania, qui a une trentaine d'années. C'est une femme qui est pleine d'entrain, de joie de vivre, elle est aussi très empathique, elle reçoit les confidences des unes des autres, et elle travaille dans une grosse boîte où il y a de nombreux problèmes. Et elle rêve. J'ai rêvé de ma belle-sœur, elle était enceinte. Alors Tania, qui sait que j'interprète les rêves, me demande qu'est-ce que ça veut dire. Et la première question que je lui pose, c'est ta belle-sœur, elle est comment? C'est quel genre de personne? Ah, je peux être honnête? Oui, oui, vas-y. Elle est méchante. Elle est super méchante. Ah, alors je demande à Tania, à quoi ça te fait penser, au moment du rêve, une façon d'être méchante, à l'intérieur ou à l'extérieur de toi? Donc soit quelqu'un de ton entourage a été méchant, soit toi-même, tu t'es montré par certains aspects méchante. Ah je vois pas, non, personne n'a été méchant avec moi hier. Et moi, est-ce que moi j'ai été méchante? Ah j'ai envoyé un mail assez salé à ma hiérarchie pour dire tout ce qui allait pas au travail. Ah! Donc, d'une certaine manière, Tania a eu l'impression d'être méchante comme sa belle-sœur. D'où l'apparition de sa belle-sœur dans le rêve. Et le rêve nous dit que la belle-sœur est enceinte. Alors je demande à Tania, qu'est-ce que c'est être enceinte, Tania? Elle me dit, c'est quand on attend un bébé, c'est comme le printemps, tout est nouveau, on commence une nouvelle page de vie, c'est dur, c'est un saut dans l'inconnu et ça fait peur. Je récapitule. Être enceinte, c'est commencer une nouvelle page de vie, c'est dur, c'est un saut dans l'inconnu qui fait peur. Et là, on va faire le lien avec le contexte de sa vie. Je dis donc, alors que tu as envoyé ce mail soi-disant méchant, à quoi ça te fait penser le fait de commencer une nouvelle page de vie? C'est dur, c'est un saut dans l'inconnu qui fait peur. Elle me dit, c'était dur d'envoyer ce mail. C'était un saut dans l'inconnu parce que d'habitude, je proteste pas, je fais pas de vagues, je dis pas tout ce qui va pas, je le garde pour moi. Et là, ça a fait déborder le vase, j'ai dû le dire. Et
Mais ça m'a fait peur. J'avais peur de la réaction de ma hiérarchie. Et je dis, et ça te permet de commencer une nouvelle page de vie? Eh ben oui, parce que le matin même, il y a eu une réunion au travail et Tania a obtenu gain de cause. Donc, les choses vont changer pour elle au travail. Et le rêve venait en fait la rassurer, lui dire, bah t'as eu raison, tu sais, d'envoyer ce mail un peu salé, un peu acerbe à ta hiérarchie parce que ça va amener du nouveau. Tu vas commencer quelque chose de nouveau grâce à ce rêve et puis ça va porter du fruit. C'est fécond comme attitude. Donc c'est toujours important de bien voir qui est enceint ou enceinte dans le rêve. Parce que c'est cette façon d'être là, une façon d'être comme cette personne qui va amener du nouveau, qui va porter du fruit. Être enceinte, ça peut représenter le fait d'avoir des projets. On va voir maintenant le rêve de Baya, qui est bientôt à la retraite et qui traverse au moment du rêve une période de maladie très difficile. Et ça la conduit à penser à la mort, à ce qui est vraiment important pour elle, à remettre en perspective sa vie. Et c'est aussi pour elle une période de transformation spirituelle. Elle rêve qu'elle se rend à Marseille pour voir son amie Audrey, qui est enceinte. Alors je demande à Baya tout d'abord, qu'est-ce que c'est Marseille? Ah bah c'est là où j'aimerais vivre pour ma retraite. Je vais déménager là-bas définitivement pour ma retraite. Donc Marseille représente l'avenir proche de Baya quand elle sera à la retraite. Et là-bas, elle va retrouver son amie Audrey. Alors je lui demande, eh bien, qui est Audrey? Et puis comment est Audrey? Alors Audrey, c'est une ancienne collègue de travail. C'est un vrai rayon de soleil. Elle est pleine de joie de vivre, de gentillesse, d'humour. Elle est retournée à Marseille. Elle est belle, plantureuse. C'est la super nana, quoi. Et quand elle est partie au travail, tout le monde a pleuré. Alors c'est un symbole ultra positif. Je fais le récapitulé. Je lui dis donc Audrey, c'est un rayon de soleil. Elle est pleine de joie de vivre, de gentillesse et d'humour. À quoi ça te fait penser, à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, au moment du rêve, alors qu'il est question de retourner à Marseille pour ta retraite, une façon d'être comme un rayon de soleil, pleine de joie de vivre, de gentillesse et d'humour. Elle me dit, ben, à l'extérieur de moi, ça me fait penser à Audrey. Je vais la retrouver. À l'intérieur de moi, ben, en ce moment, je suis malade, donc je suis pas vraiment comme ça, mais c'est vrai que d'habitude, je suis un rayon de soleil, je suis très lumineuse, on me le dit souvent, et je suis pleine de joie de vivre, j'ai un tempérament joyeux. Oui, je suis gentille, oui, j'ai de l'humour, et ben oui, on peut dire que je suis belle et plantureuse. Bon, bah alors, ça veut dire que je suis aussi une super nana, que quand je vais partir, tout le monde va pleurer, et puis effectivement, je vais retourner à Marseille comme Audrey. Donc, Audrey représente une facette de Baya, la Baya en temps normal, qui est aussi lumineuse, joyeuse, et qu'elle va retrouver quand elle sera à la retraite et qu'elle ira vivre à Marseille, et puis surtout quand elle sera plus malade, quand elle aura guéri. C'est vraiment un rêve encourageant, ça vient encourager Baya. Et le rêve lui dit qu'en plus, Audrey, elle est enceinte. Ça veut dire, pour Baya, être enceinte, c'est porter la vie, le fruit d'un amour, un fruit qui a plein de potentialités, qui va éclore et donner jour à on ne sait pas quoi, ni qui. Alors je lui demande à quoi ça lui fait penser. Donc quand elle va retrouver sa joie de vivre et aller vivre à Marseille pour sa retraite, le fait de porter le fruit d'un amour qui a plein de potentialités et qui va éclore. Ah ben, ce sont tous les projets que j'ai à Marseille, me dit-elle. J'aimerais inviter les copains, les copines pour leur mitonner des bons petits plats. J'aimerais travailler avec le tarot de Marseille pour aider les gens. Et puis j'aimerais m'investir dans un bar associatif, alternatif, qui organise beaucoup de rencontres, de débats dans une atmosphère très conviviale. J'aimerais beaucoup mettre la main à la pâte là-bas. Donc, le fait d'être enceinte, ça correspond à tous ces projets qu'a Baya. Et pour terminer les vérifications, je lui demande, et tout ça, est-ce que c'est le fruit d'un amour? Et elle me dit, oui, c'est mon amour de l'humanité. J'ai envie d'aimer les êtres humains et de les aider et de leur donner. Et donc, ces actions-là, elles en découlent en fait. Alors, on voit ici que le rêve vient dans une période de maladie attirer l'attention de Baya sur la personne qu'elle est en temps normal et la personne magnifique
qu'elle est, et puis sur les projets qu'elle va réaliser dès qu'elle sera guérie et puis qu'elle sera à la retraite. Donc ça vient changer sa perspective pour lui faire du bien, pour la remonter un peu. Un très beau rêve aussi. Le bébé, il peut représenter la relation amoureuse. Pourquoi? Il arrive que les rêves, ils utilisent des métonymies. La métonymie, c'est quand on utilise la partie pour représenter le tout, ou bien le contenant pour représenter le contenu. Hein, quand on dit je bois un verre, c'est pas le verre qu'on boit, c'est ce qu'il y a dedans. C'est une métonymie. Et là, on peut utiliser le fruit de la relation, le bébé, pour parler de la relation elle-même. On va voir ça grâce au rêve d'Alix qui a une vingtaine d'années. Elle vient de quitter ses parents pour s'installer avec son copain à l'étranger. Et elle rêve. J'apprends que je suis enceinte. Et on me dit que je vais accoucher dans 3 jours. Ce n'était pas un déni de grossesse, mon enfant allait vraiment se développer en 3 jours. J'ai eu mon enfant, je vois ma fille couchée sur un matelas, je vais vers elle, elle me voit, elle est trop belle. C'est une petite fille magnifique. Et j'étais là, oh, purée, j'ai fait un machin comme ça. J'étais surprise qu'elle soit hyper belle. C'est un rêve vraiment très, très positif, très encourageant avec ce magnifique bébé. Et donc, on va étudier ce que représente ce nouveau-né pour Alix. Je lui demande, ben, un nouveau-né, qu'est-ce que c'est? Et c'est comment? Elle me dit, ben, c'est le fruit d'un amour, c'est la vie, c'est petit et fragile, ça peut grandir. Mais on ne sait pas ce qui va arriver de ce petit, c'est incertain, tout peut être imaginable. Et c'est une joie et une fierté énorme pour les parents. Alors je récapitule et je lui demande à quoi ça lui fait penser. Le fruit d'un amour, ça peut grandir, c'est incertain et c'est une joie et une fierté énorme, à l'intérieur d'elle ou à l'extérieur d'elle. Et elle me répond, bah, ça me fait penser à ma relation avec mon copain et puis au fait que je vienne m'installer avec lui. Ce projet de venir m'installer avec lui, c'est le fruit de notre amour. Mais la relation, elle est encore jeune, donc elle est petite, elle est fragile, elle peut grandir, cet amour, il peut grandir. Mais on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait jamais, ça reste incertain, tout peut être imaginable. Mais pour moi, c'est déjà une joie et une fierté énorme que d'être venue m'installer avec lui à l'étranger, d'avoir sauté le pas comme ça. Et on peut dire que c'est la vie. C'est la vie de rejoindre son amant, son chéri. Ouais. Donc ça colle bien aux associations. Et le rêve vient nous montrer ben, que cette relation, elle est belle, de la même manière que le bébé est magnifique. Et un petit indice qui venait confirmer que c'était la bonne interprétation, c'était que le fait que le bébé présentait vraiment des traits et d'Alix et de son copain. Donc c'était vraiment le fruit de cette relation-là en particulier. Alors dans le langage courant, on dit parfois d'une création, ah, ce livre ou je sais pas moi, cette thèse, c'est mon bébé. Donc le bébé peut représenter une création, que ce soit une création artistique, une création artisanale, une création intellectuelle, peu importe votre création, ça peut apparaître sous les traits d'un bébé dans votre rêve. Alors là, c'est un de mes rêves de nouveau que j'ai reçu au moment où je relisais le manuscrit de La Maison dans les rêves, donc un projet de livre de ma professeure d'interprétation des rêves, Christiane Riedel. Et je rêve que je m'occupe d'une machine ou d'un bébé et je n'arrive pas bien à distinguer. Il me semble que c'est à la fois une machine et un bébé. Quand c'est comme ça, que dans un rêve, il y a un symbole qui est pas très clair, on a l'impression que c'est, par exemple, 2 personnes en même temps ou alors 2 objets en même temps, eh bien, je propose de considérer que c'est une fusion des deux, donc de faire la somme des caractéristiques de chaque élément, quoi. Ici, donc, de la machine et du bébé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une machine? Alors, je réponds, c'est ma définition, un outil pour faciliter le travail et éviter de gros efforts. Et c'est comment une machine? C'est pratique, c'est bien construit. Alors, un bébé, qu'est-ce que c'est? C'est un petit être qui vient de venir au monde. Et c'est comment un bébé? Bah, c'est sans défense, complètement dépendant, ça nécessite des soins constants. On voit que ma définition, c'est pas la même que celle d'Alix, et c'est peut-être pas la même que vous. Chaque personne a sa propre définition. Alors maintenant, on récapitule. La machine, c'est un outil pour faciliter le travail et éviter de gros efforts. Le bébé,
c'est un petit être qui vient de venir au monde et qui nécessite des soins constants. Et là, je vais combiner toutes ces caractéristiques et voir si ça me fait penser à quelque chose au moment du rêve. Alors je me pose une énorme question. Accrochez-vous. À quoi ça me fait penser au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, un outil pour faciliter le travail et éviter de gros efforts, qui est aussi un petit être qui vient de venir au monde et nécessite des soins constants. Eh bien, miracle, j'ai quand même une idée qui me vient, ça m'inspire quelque chose. Je me dis, tiens, mais est-ce que ce serait pas le manuscrit du livre de ma prof que je suis en train de relire? C'est un manuel pour interpréter les symboles de la maison dans les rêves. Donc c'est un outil pour les interprètes de rêves qui va faciliter leur travail et leur éviter de gros efforts. Ce livre, il est pratique, il est bien construit, il y a un index pour chercher les symboles, il y a une table des matières détaillée, voilà. Il vient de venir au monde, ce bouquin, ma prof vient de le remanier en profondeur. Et il nécessite encore des soins. Il n'est pas terminé, il y a encore des choses à faire. On y travaille beaucoup, ma prof et moi, pour les images, pour les notes de bas de page, voilà, relire, éviter les coquilles. Ah, et bien voilà. Donc le bébé machine, c'est un manuscrit en cours de relecture. Et là, on voit la dimension ultra créative des rêves. Et c'était aussi un rêve d'encouragement pour poursuivre ce travail en disant ça va être utile. Ça va être utile aux interprètes de rêves. Continuez. Dernier sens possible du bébé, c'est un sens spirituel. Le bébé, il peut représenter le divin s'incarnant dans la vie humaine. Alors, si vous n'êtes pas croyante, vous pouvez le lire différemment. Vous pouvez y voir, par exemple, l'inspiration créatrice qui demande à se manifester au travers d'une vie humaine, ou bien la vocation à laquelle est appelé un être humain. On peut avoir l'impression qu'on est appelé à faire quelque chose, avoir un désir, un souhait qui est profondément ancré. On sait que si on ne fait pas ça, peut-être on va avoir l'impression de rater sa vie. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, qui est au fond de nous et qu'on sait qu'on doit réaliser. Donc vous pouvez voir ça aussi. Si vous n'êtes pas croyante, cette lecture est possible. Alors revenons-en au tableau. Moi je suis de tradition chrétienne et donc j'ai choisi ce tableau-là pour illustrer cette idée. On a l'ange Gabriel qui vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle va donner naissance au Fils de Dieu. Rien que ça. Et j'aime beaucoup l'attitude de Marie sur le tableau. Elle a donc les mains ouvertes dans un signe d'acceptation. Et c'est tout à fait l'attitude dont j'ai parlé plus tôt, qui est une attitude de, euh, euh, je- elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Donc c'est cette attitude de l'ego qui se met en retrait, qui dit, je vais servir Dieu, ou bien cette dimension plus vaste, je vais me mettre à son service et je vais m'aligner sur sa volonté. Et elle a pourtant un regard totalement effrayé. La forme des sourcils, là, on voit qu'elle a peur. Et c'est vrai que c'est pas facile de s'abandonner à Dieu ou, si on n'est pas croyant, à la vie, au flot de la vie, ou aux inspirations du moment, aux intuitions. C'est pas facile, ça demande de la foi. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qu'on va être amené à faire. Euh, donc on a toute cette ambiguïté-là dans le personnage de Marie. Et, et donc selon la tradition chrétienne, hein, c'est ce qu'on rappelle vers le temps de Noël, c'est le sens de Noël, cette naissance du Fils de Dieu. Et un jour, Christiane Riedel m'a dit, mais Marianne, tu n'as pas compris le sens de Noël. Et je dis, bah, explique-moi. Mais, mais Marie, elle représente chaque être humain, tu sais. Chaque être humain est appelé à donner naissance au Fils de Dieu. En fait, Dieu veut s'incarner à travers chaque être humain. Il aimerait grandir à l'intérieur de chaque être humain et se manifester à travers sa façon de vivre et d'être. Et là, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, mais oui, euh, mais c'est ça qui donne un sens actuel à, à l'incarnation de Dieu, quoi. C'est pas une bonne fois pour toutes, comme je l'avais appris dans mon enfance, hein. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et puis c'est tout, et seul Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En fait, non, c'est un processus continu, répété, avec chaque être humain. Voilà, donc si vous rêvez d'un bébé, il est possible que ce bébé représente l'enfant Dieu, représente Dieu
en vous, Dieu à qui vous avez donné naissance et que vous manifestez par votre façon d'être, votre façon de vivre au quotidien. Voilà, donc ça serait pour le sens spirituel du bébé.